Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons pas un invité, mais deux. J'ai la chance de recevoir Kevin Moutier, Design Stratégie et Opération Manager France, et Julien Clément, Global Head of Design and Product de chez Carrefour. Voilà, je vous remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Kevin, Julien, bonjour. Également, hyper content d'être là et de pouvoir faire ce podcast et puis de pouvoir faire cette première à deux, finalement. Bonjour Paul, merci beaucoup pour ton invitation. Pour tout le monde. Ouais, tout à fait, tout à fait. J'ai déjà un peu la pression sur mon intro, là, vous avez pu l'entendre. Et en effet, c'est très sympa de pouvoir faire ça à trois et donc de pouvoir partager le micro comme ça. C'est la première fois qu'on va le faire, donc soyez pas trop dur avec moi. Je vais essayer de faire au mieux pour donner la parole à tout le monde et puis surtout qu'on puisse bien comprendre ce que vous faites aujourd'hui, vous, chez Carrefour. L'idée, en fait, du podcast, là, ça va être de découvrir, de comprendre qui vous êtes rapidement et puis, bien sûr, de comprendre ce qu'est aujourd'hui l'organisation de Carrefour côté design. On va aussi parler de management et comment on arrive quand on est Head of Design dans une autre entreprise et on reprend un management, on reprend une équipe déjà présente. Comment ça se passe du côté, pour toi, Julien, du côté Head of Design, et puis pour toi, Kevin, qui était plutôt côté équipe, qui voit arriver un nouveau décideur. Donc, voilà, c'est toujours un moment qui n'est pas simple, que beaucoup de gens vivent dans plein de types de métiers. Et donc, on va essayer un peu de découvrir comment faire que ce moment-là soit un succès et que ça se passe le mieux possible. Et puis après, un peu plus globalement, on va essayer de découvrir la façon dont vous travaillez, les différents choix stratégiques que vous avez pu faire depuis aussi l'arrivée de Julien. Ça vous va ? Parfait. Super. Allez, let's go. La première question que j'aime poser à mes invités, c'est à quel moment chacun d'entre vous avait découvert le design. Et ce que je vous propose aussi, c'est peut-être de m'expliquer rapidement le parcours que vous avez eu, les différentes entreprises, et puis aujourd'hui ce que vous faites. Et donc, peut-être, Kevin, je te laisse démarrer en me disant à quel moment tu découvres le design, et puis après de m'expliquer un peu ton parcours. Ouais, tout à fait. Alors, à quel moment je rencontre le design ? Alors, pour juste très rapidement un petit historique, moi j'ai commencé mon parcours plutôt dans les effets spéciaux, dans la 3D, dans le cinéma d'animation. Ouais, c'était un univers qui me plaisait beaucoup quand j'étais au lycée. Et j'ai d'abord fait un cursus là-dessus tout entier et j'ai commencé à rentrer dans ces métiers-là. Je suis vraiment pas resté longtemps, ça m'a pas trop plu et en plus c'était un marché qui était assez bouché. Et donc j'ai eu cette période où je me cherchais un petit peu, où je savais pas comment rebondir avec ces compétences-là. Et donc j'ai un peu tâtonné, j'ai commencé par me former par du dev. Je suis rentré dans des petites entreprises où j'ai un peu utilisé mes casquettes à la fois de design plutôt orienté graphisme à ce moment-là et mes compétences de dev. Et puis je pense que c'est à ce moment-là où ça fait tilt finalement. Où il y a un peu ce mariage entre la technique, le dev, mais qui pour moi était juste un outil pour créer quelque chose, qui n'était pas une finalité en soi, la technique pour la technique, et où il y avait ce background très graphisme, très orienté aussi storytelling avec le cinéma, ce côté à ancrer un moment, ancrer une histoire, ancrer une émotion, et tous ces compétences qu'on pouvait avoir dans le graphisme, dans le motion. Et c'est là où je me suis dit, je peux avoir un angle comme ça qui me permet de réunir les deux, qui permet de construire une expérience, qui me permet de
de travailler sur de l'émotion, de travailler sur finalement ce que va recevoir mon utilisateur ou mon spectateur, mais avec justement plutôt des supports orientés sur du produit, du service et avec cette composante technique. Et donc c'est à ce moment-là où voilà, je me suis vraiment orienté sur le design tel que je le conçois aujourd'hui. Et donc j'en ai fait mes études. Du coup, je suis à Gobelin notamment, et puis je suis parti directement là-dessus. J'ai pu bouger. Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. Ok. Et en effet, ouais, ça fait sens. Surtout, en plus, je trouve qu'en ce moment, ça dépend des entreprises, mais il y a, il y a une volonté sur le craft de vraiment faire des choses justement très animées. On parle d'emotional design et tout, donc toi, ça doit être quelque chose qui doit beaucoup te parler. Et à ce moment-là, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots justement ton parcours pro? Ouais, tout à fait. De mémoire, t'es un ancien un peu de Carrefour, c'est ça? Ouais, effectivement. Alors moi, j'ai un parcours, je dirais alors très annonceur déjà. J'ai pas forcément fait beaucoup d'entreprises et pas du tout d'agences. J'ai plutôt eu tendance à être vraiment chez l'annonceur. Au début de mon parcours, c'est plutôt des petites boîtes. Voilà, j'ai travaillé j'ai travaillé dans des boîtes qui faisaient de l'impression 3D. Je travaillais dans des micros entreprises qui faisaient du e-commerce. J'ai fait aussi une entreprise assez longtemps qui faisait de la cybersécurité et qui construisait des solutions type Google Suite, mais plutôt donc open source et avec des clients comme les ministères. Et effectivement, je suis rentré assez tôt chez Carrefour, puisque donc comme je disais, j'étais rentré chez Gobelin pour me former notamment à l'UX et à tous les métiers du design, dans une formation qui était aussi en alternance. Et donc j'ai fait ma dernière année finalement de Gobelin chez Carrefour en alternance, sur un rôle à la fois un peu entre l'UX et le produit, puisque c'était vraiment aussi voilà, un peu à cheval à l'époque chez Carrefour. Ouais, j'imagine que c'était un peu balbutiant aussi, peut-être pour eux. Oui, bah Je dis ça, mais je sais pas trop. À l'époque, effectivement, on avait des rôles qui étaient déjà dans des équipes qui étaient très à part, et où c'était des petites équipes qui étaient un peu touche à tout. Et donc je suis rentré un petit peu dans une équipe qui gérait ces deux rôles aussi, produit et design, sur la partie notamment e-commerce. Je suis rentré par Carrefour Drive. Et effectivement, donc du coup, j'ai été pris après mon alternance pour vraiment, là, pour le coup, me positionner sur un rôle d'UX designer. Et on verra peut-être après, voilà, intervenir sur des projets majeurs de Carrefour. Et donc, de fil en aiguille, finalement, j'ai évolué de ce rôle de UX designer fraîchement recruté depuis l'alternance jusqu'à manager lead, puis manager d'une petite équipe qu'on a fait grossir, puis une deuxième équipe et un périmètre plus gros, jusqu'à ce périmètre aujourd'hui, effectivement, sur toute la partie France, et puis entre-temps avec l'arrivée, bien sûr, de Julien. Trop bien, félicitations. C'est vrai que c'est rare de voir des gens qui restent parfois dans les entreprises et d'être la mémoire aussi de tout ce qui s'est passé avant, et ça a beaucoup de valeur, j'imagine. Pour Julien, on en discutera après. Justement, Julien, est-ce que tu peux nous dire un peu quand toi tu découvres le design dans ta vie, et puis ton parcours pour arriver jusqu'à Carrefour? Alors moi, j'ai un profil effectivement qui à la base n'était pas un profil design, donc que j'ai souvent en fait qualifié un peu d'atypique au début, parce que j'ai eu du mal à le vivre. On sent les séances de psy derrière. Mais oui, à la base, j'étais plutôt orienté sur du commerce. Voilà. Donc, j'ai fait une école de commerce, je suis arrivé en master, et en fait, en master, je me suis rendu compte que la créativité, en fait, avait une part extrêmement forte en fait dans ma manière de réfléchir. Alors j'avais déjà en fait un background, on va dire une expérience un peu avec la créativité, parce que mon frère dessinait beaucoup. T'es un grand dessinateur à l'époque, on a grandi ensemble, et mon père aussi a fait pas mal de dessins. Et donc j'ai nagé un peu là-dedans, et en fait je me suis rendu compte en école de commerce que c'était vraiment ce qui m'animait.
Et en fait, j'ai rencontré aussi un livre. Alors, ça est un peu cliché, mais j'ai adoré 99 francs de Bec BD. D'accord, Et en ok. fait, j'ai décidé effectivement plutôt de partir au lieu de partir dans du marketing, de plutôt partir en communication. Puis, je suis rentré en agence de publicité où j'ai fait différents stages. Et de ces stages en agence de pub, en fait, j'ai rencontré lors de mon dernier stage de 6 mois, je suis rentré dans le digital. Alors, on parle de ça en 2004 de mémoire. Et donc, je suis rentré dans une agence digitale qui notamment était spécialisée dans le marketing mobile. Donc, à l'époque, c'était tout neuf. Ah ouais, ouais. Avant l'arrivée de l'iPhone. Ouais, c'est ça, parce que j'allais dire, là, c'est marketing mobile à cette époque-là. À quoi ça ressemblait, mais Bah, ça ressemblait à beaucoup de campagnes finalement à l'époque de campagnes plutôt SMS. Voilà. Et on avait quand même des sites spécialisés sur le mobile. On avait déjà Internet sur le mobile. Et donc, on faisait des sites, alors peut-être pour ceux qui vont nous écouter, ça va rappeler des choses, en e-mode, qui était un mode finalement d'affichage des informations web qui était basé sur une techno japonaise et qui était sponsorisé en France par Bouygues Télécom. Et ensuite, on avait des sites en HTML et XHTML qui étaient vraiment des sites ultra légers pour pouvoir naviguer sur le web depuis des terminaux mobiles. Et donc voilà, j'ai commencé dans cette agence. Comme le mobile était assez nouveau, précurseur, et quand même on avait quand même déjà le mobile était quand même un outil média référent, et on savait qu'il allait avoir des choses qui allaient arriver dessus. On avait quand même des belles marques avec qui on travaillait, notamment Coca-Cola. J'ai pu faire des campagnes et des sites pour Coca-Cola, pour Adidas, etc. Et notamment, je vais en reparler après par la suite, mais j'ai travaillé sur les premières stratégies aussi pour Total en termes de stratégie mobile, avec la mise en place, à l'époque, pour moi, c'était innovant, et c'était surtout très enrichissant, la mise en place d'une charte de stratégie mobile pour Total, pour tout le groupe Total qu'on a commencé en France et qu'ils ont ensuite déployé sur l'ensemble de leurs filiales à l'international. Donc, avec vraiment des notions de comment devait être l'IHM, le logo, etc. Donc, une vraie. ouais, donc il y a un petit côté un peu design system et à la fois stratégie mobile. Exactement. Ok, trop Exactement. bien. Et donc, dans cette agence, j'avais une double casquette au tout début. Donc, je suis resté à peu près, je crois, 5 ans dans cette agence de marketing mobile. Et donc, j'avais une casquette au tout début qui était chef de projet, 50% de mon temps, et 50% en fait en graphisme. Pourquoi? Parce que effectivement, je suis rentré en tant que chef de projet. Ils m'ont gardé en CDI. Il n'y avait pas de graphiste au tout début où je suis arrivé. On était une équipe à l'époque dans cette agence, on était une équipe, je crois, de 10 personnes, développeurs compris. Et en fait, on a outsourcé le graphisme. Et moi, effectivement, en agence, en école de marketing et de communication, j'avais T'avais craqué Photoshop, t'avais craqué Photoshop. Exactement. Ce qu'on appelait avant la PAO. Et donc j'ai donné du temps, de mon temps et de mon expertise un peu sur certains sujets. Puis en fait, de fil en aiguille, j'ai repris le design finalement pour l'agence. Et puis en ces stades, etc., l'agence aussi a été rachetée par un autre grand groupe. Et en fait, j'ai pu travailler avec d'autres directeurs artistiques, etc., qui m'ont appris beaucoup de choses. Et c'est comme ça en fait que je suis arrivé en fait dans le design. Finalement, c'est en apprenant avec. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup aussi avec la passion. Et en fait, c'est là-dessus en fait où j'ai évolué. Et en 2007 est arrivé l'iPhone. Et là, en fait, ça a été le gros boom. Il a fallu qu'on adapte vraiment le design à un nouvel écran de 3,5 pouces de mémoire sur l'iPhone 1. Et il a fallu qu'on bascule pas mal de marques en fait sur des sites, puis ensuite sur des applications. Et c'est en 2009 vraiment où le terme du UX design est vraiment arrivé en France. Et où là, effectivement, nous, on faisait du web design, de la direction artistique digitale. Et en fait, c'est là où on a commencé à entendre parler via les anglo-saxons du UX design, du UI design. Alors l'UI, on l'avait déjà, mais l'UX est vraiment cette pratique, cette volonté de commencer à interviewer et aussi à apprendre un peu plus sur nos utilisateurs. Et c'est là-dessus, en fait, où je me suis engagé. Je suis passé sur une autre agence, cette fois-ci plutôt en responsable de projet et d'animation du studio de l'agence. Et ensuite, je suis arrivé chez Vente Privée en 2013, où ils avaient besoin d'un designer pour refondre leur application mobile. Et c'est là où ils m'ont appelé, au début en freelance.
Et ensuite, ils m'ont demandé de rester. Et j'ai passé à peu près 8 années chez eux, où j'ai monté tout design. Et je suis arrivé en tant que UI designer à la base, et que je suis resté pendant 8 ans pour sortir en tant que Head of Design et Brand euh, pour vente privée, où j'ai pu installer l'équipe. Et ensuite, je suis passé chez Manimano. Et un jour, Carrefour m'a appelé. C'était pas pour une commande, voilà. C'était pas un livreur. On a discuté avec Carrefour et j'ai trouvé que leur ambition sur le digital était extrêmement forte. Et en fait, j'ai décidé de rejoindre l'équipe. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Et c'est drôle parce que souvent, quand on prend des parcours comme le tien, on se rend compte que souvent, la dernière expérience, c'est un peu la symbiose parfaite de tout ce que tu as fait avant, entre le mobile, le e-commerce, le graphisme et la communication. On est aussi on est dans ça aujourd'hui chez Carrefour, c'est ce que je comprends. Et à la fois, toute la partie product, c'est vraiment chez VP que tu découvres ça. Et la partie management, ça, c'est vraiment cette expérience-là qui te fait passer un cap dans ton rôle de contributeur individuel à manager. Alors, je vais reprendre tes différents points. Alors oui, il y a des points où tu as tout à fait raison. Je pense que c'est le fait que c'est la symbiose un peu de tout ce que j'ai pu acquérir dans mon expérience qui m'a permis effectivement d'arriver chez Carrefour. J'ai quand même, je reviens sur un point, et c'est marrant parce que tu vois, je parle avec d'autres head-off, et je me rends compte que souvent on a un peu tous, on est tous passés par finalement différentes phases. Et tu vois, ce syndrome de pourquoi en fait, pourquoi moi, pourquoi pas un autre, donc ce fameux syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il y a beaucoup de head of design qui l'ont parce que notamment, on est arrivé soit par des backgrounds qui étaient totalement atypiques, qui n'ont rien à voir avec le design, ou parfois, moi, comme je le disais tout à l'heure, un peu en aparté au tout début de l'interview, j'ai traîné un peu ce truc-là comme en fait finalement un boulet où je me disais mais non, mais en fait je vais pas réussir parce que moi je suis pas dans le design depuis le début, j'ai pas fait d'école de design, etc. Mais au final, je me rends compte à la fin qu'aujourd'hui c'est comme tu dis, c'est finalement tout ça m'a permis en fait d'apporter des choses nouvelles, des nouvelles réflexions en fait. Le fait de pas être dans le design m'a permis finalement d'apporter des nouvelles manières de penser, de voir les choses et qui ont fait grandir les équipes avec qui j'ai pu travailler, qui ont fait grandir aussi les réflexions derrière. Et je pense que tout ça, ça permet en fait aussi de façonner les expériences permettent de façonner finalement la manière dont on va voir la stratégie pour une marque. Donc C'est sûr que ça c'est mon premier point. Et effectivement, après derrière, oui, j'ai beaucoup appris chez Vente Privée pendant les 8 années là-bas. Comme tu le disais, le fait de mettre une organisation produit en place sur laquelle j'ai participé, donc c'était en 2017, on a mis les feature teams en place chez VP. Ensuite, après, tout l'univers créatif. Je suis revenu aussi à la créativité chez Vente Privée où j'ai pu gérer la brand. Et donc, j'ai pu vraiment aussi créer des choses qu'on entend peu souvent en fait dans les organisations produits, où j'ai pu manager à la fois l'UX, faire monter l'UX en fait en place dans l'organisation, dans la stratégie, et ensuite rattacher la brand à l'UX. Et ça, en fait, c'était fantastique parce que c'est très rare en fait qu'on arrive à avoir une seule personne en fait qui est à la tête à la fois de la marque, à la fois de la créativité et aussi de la manière dont on va concevoir l'expérience autour de tout ça. Et ça se fait parfois de plus en plus. Là, en ce moment, je trouve, on sent que des fois, il y a la brand qui est récupérée par les équipes design. Mais c'est parce que, en fait, il y a eu tellement un gros travail sur le design system que souvent, ça a absorbé un petit peu la brand. Mais aussitôt, dans une organisation, c'est un peu la première fois que j'en entends parler que la brand soit récupérée par le design. Donc, c'était sur mes 2 dernières années chez Vente Privée. Ouais.
appris plein de choses et effectivement, ensuite, il a fallu que je me challenge moi-même et je suis parti chez Mano Mano en tant que VP Design. J'ai adoré cette expérience. Je voulais voir ce que c'était que le monde des scale-up. Et j'ai adoré. J'ai appris beaucoup de choses chez eux, notamment sur la transformation produit et tout ce qu'ils ont mis en place en termes de rituels produits et de stratégie produit. Et puis voilà, je me suis dit, j'ai fait un grand groupe. J'ai fait une grosse boîte comme un privé. Je suis passé par la scale-up et quand Carrefour m'a appelé, je me suis dit, allez, essayons les grands groupes internationaux. Et, Ouais, c'est ça. Il y a moi, côté très j'aurais tout coché, je pourrais décider de ce que je vais faire plus tard. Et justement, après, on va passer sur la partie Carrefour, mais peut-être en préambule, je devrais te poser la question, Julien, en termes de taille d'équipe, chez VP, puis chez Mano Mano, puis chez Carrefour, comment ça évolue pour toi et en fait, après, tu vois, comment tu gères après ton arrivée chez Carrefour. Je pense après ça, on va rentrer dans ce sujet-là, mais souvent, c'est vrai que quand même, le volume d'équipe, ça a quand même un impact sur comment on arrive dans une entreprise. Donc, est-ce que tu avais déjà cette connaissance de peut-être manager beaucoup de monde que j'imagine que tu as trouvé à Carrefour? Voilà. Mes questions, je suis désolé, sont un peu complexes à chaque fois et très longues, mais j'espère que tu as compris un petit peu la thématique. Ouais, tout à fait. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'arriver chez Vente Privée, j'avais une première expérience en fait de management. Quand je suis sorti finalement de la première agence, je suis allé dans une agence où je m'occupais essentiellement du management et de la production en fait d'un site e-commerce pour une marque de luxe. Et je continuais du freelance à côté. C'est comme ça que VP m'a repéré. Et en fait, quand je suis arrivé chez VP, quand ils m'ont proposé le poste, j'ai dit OK, moi je continue à faire de la prod. Par contre, je veux pas de management. 3 mois après, ils m'ont proposé en fait de créer une équipe design dédiée au design, parce que au tout début il n'y avait pas d'équipe. Enfin, il y avait des designers chez Vente Privée, mais pas d'équipe dédiée uniquement au site. Et donc ils m'ont proposé de prendre le management, voilà, comme je disais, quelque chose comme j'ai dit 4 mois, ouais, 4-5 mois après mon arrivée. Et j'ai dit à l'arrache, mais j'avais dit que je voulais pas de management en fait. Et finalement j'ai dit allez banco, on y va. Donc j'ai commencé chez Vente Privée avec une équipe de 4 personnes pour monter toute la practice UI et UX design chez Vente Privée. Et en fait, sur le design, on est passé en 2019, je crois qu'on était à 25 UX UI designers, enfin un département dédié à l'expérience d'à peu près 25 personnes. Et ensuite, quand j'ai récupéré la brand, au final, on était à peu près à 90 personnes Ah oui, c'est fou, il y a autant de gens dans la brand. Okay. Il y avait beaucoup de gens à la brand et il y avait aussi une partie internationale. Donc au final, et toute la partie aussi en matriciel aussi à l'intérieur des différentes business units. Wow, donc, ça faisait à peu près 90 personnes dans mon département qui s'occupaient de toute la partie expérience d'achat et expérience de marque. Ok. Et on était 90. Et donc ça, c'est le premier point. Effectivement, j'ai déjà managé des grosses équipes. Ouais. Après, chez mon passage chez Mano Mano, équipe plus petite, mais on était quand même déjà, je crois, de mémoire 35, voire une quarantaine. Oui. Okay. J'avais aussi en charge la partie studio, donc qui était toute la partie opérationnelle des bandeaux de vente et des animations commerciales. Ouais. Et donc, ce qui a fait qu'effectivement, quand je suis arrivé chez Carrefour, j'avais déjà l'habitude de grosses équipes. Par contre, la grande différence, c'est que chez Carrefour, ce que je m'aperçois, c'est pas trop en fait la relation avec les équipes, parce que Kevin et on s'est mis d'accord avec Kevin, et Kevin avait fait un super taf en fait avant que j'arrive. Et ça, il le sait, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, dans le recrutement des profils, etc. Donc, c'est vrai que je suis arrivé dans un cadre, en fait. Il y avait les chaussons chauds qui étaient prêts, quoi. Exactement. Il avait travaillé avant. Et typiquement, je suis arrivé, c'est vrai que j'ai découvert une équipe hyper mature, hyper en fait investie, engagée, qui avait envie aussi, qui était aussi neuve, parce qu'elle n'était pas très vieille. Je suis arrivé, je pense que les derniers recrutements venaient juste d'être faits ou étaient en cours. Donc, en fait,
je suis arrivé, et voilà, et ce qui change quand même beaucoup la donne. C'est-à-dire que, on va en parler tout à l'heure, mais en tant que nouveau manager, quand on arrive et que on a une équipe qui est engagée et aussi des gens qui sont finalement pas très vieux dans l'équipe, ça Ouais. permet encore de pouvoir changer des choses Ouais, de sans que que les ça... choses soient un peu modulables. Exactement, exactement. Donc c'était Et quand à la, même confortable pour mon arrivée. et à la fois, j'imagine que c'est un risque aussi parce que, ben, un peu comme un coach qui arrive dans une nouvelle équipe et puis on lui a déjà recruté toute son équipe. Parfois, il y a peut-être des profils qu'on n'aurait pas pris parce que tel et tel point ou parce qu'on n'aurait pas fait voilà, ces choix-là à l'époque. Au final, mais au final, ça s'est plutôt bien passé parce que Kevin a bien préparé ça. Et justement, peut-être Kevin, est-ce que tu peux nous expliquer ton travail en amont pour l'arrivée de Julien? Parce que j'imagine que toi, après, je sais pas comment s'est passé le départ de la personne qui avait ton rôle peut-être avant, Julien, mais j'imagine que toi, cette personne-là part, et puis bah, tu es le référent pour tout le monde parce que tu es là depuis un bon moment. Et donc, on te propose justement de porter ça, de porter ce projet d'accueillir Julien de la meilleure des façons. C'est assez rare. Enfin, moi, je trouve ça assez rare en tout cas. Si c'est, Oui, oui, j'ai rarement entendu. effectivement. Alors, juste pour faire la petite histoire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées dans cette période-là. En gros, moi, Ouais. je suis resté 4 ans vraiment sur ce rôle du UX designer, vraiment de contributeur, avec une casquette qui s'est progressivement dessinée en tant que lead. Mais j'avais effectivement donc au-dessus de moi un manager, enfin une manageuse qui était responsable du pôle design et qui elle-même était raccrochée à ce qui est l'équivalent d'un head of product à l'époque, enfin de notre département. Et effectivement, on a eu cette période quand je suis arrivé chez Carrefour, c'était une très très grosse période où on était en train de faire toute la refonte des portails de Carrefour et c'était en même temps le début de la transformation de Carrefour sur le digital. Donc il y a eu vraiment un gros pic d'équipe. On avait été accompagné, Ouais. je me souviens à l'époque par Publicis Sapient qui était arrivé aussi avec ses équipes. Donc c'était beaucoup d'équipes qui travaillaient à cette refonte-là et puis en même temps on changeait toutes les méthodologies. On a instauré vraiment l'agilité, tous les rôles, tout ça à l'échelle avec des PI planning, etc. Enfin, il y avait tout qui arrivait presque d'un coup. Ouais, c'était le Big Ouais, Bang, le Big Bang digital de Carrefour. gros Big Bang digital, gros Big Bang méthodologique. C'était des prémices des Digital Factory. Voilà, c'était une super époque. Et donc, moi, j'ai évolué là-dessus. Et effectivement, il y a eu ce moment où, finalement, cette grosse transformation, en tout cas d'un point de vue refonte des outils, était un peu passé, où on était en train d'essayer de restabiliser les équipes avec le départ de Publicis et où finalement, on était plutôt sur un rythme d'amélioration continue, toujours avec énormément d'ambition, mais où effectivement, il y a eu ça. Et donc, il s'est passé une période où effectivement, ma manageuse de l'époque était partie Ouais. et où une très grosse partie de l'équipe design est partie. Alors, je crois qu'on devait rester Aussi. 2-3 Ok. personnes, même pas, dans l'équipe. Ah oui. Voilà. Et vous étiez combien On a fait un pic avant. normalement Ouais, avant qu'on ait eu cette transformation, je suis arrivé chez Carrefour, on était 3. On est monté jusqu'à 20-25, notamment avec beaucoup de profils externes qui étaient amenés par Publicis. Et on est redescendu jusqu'à 2-3 personnes, effectivement, avec le départ de la manager de l'équipe de l'époque. Et donc, j'ai été... à ce moment-là, il y a eu un petit peu une période de flottement où j'ai eu la chance, puis la confiance de ma manager de l'époque qui était du coup donc Valérie Lega, qui était responsable de la partie product, head of design, qui avait un très gros périmètre, mais qui aussi avait cette casquette du coup forcément de s'occuper des équipes design, groupe et France. Et c'est une époque vraiment où elle m'a fait confiance et où elle m'a proposé ce poste de manager. Et donc c'est à partir de là où en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, on a reconstruit toute une équipe. Avec d'abord beaucoup effectivement d'externes et après beaucoup d'internalisation. Et donc, on a remonté le niveau de l'équipe à 10, 15, puis 20, etc. Très vite. Et c'est justement, donc là, je parle exclusivement d'abord sur un périmètre e-commerce, sans parler forcément de tous les autres périmètres qu'on a aujourd'hui et sur lesquels on travaille avec Julien. On était vraiment très focus e-commerce et donc ensuite, on a eu une période où on avait une deuxième vague, je dirais, si je puis dire, de transformation, où là, c'était la mise à l'échelle globale de ce modèle-là. Et donc, on a eu beaucoup de questions de voilà, comment est-ce qu'on installe un modèle de Digital Factory à l'échelle, comment est-ce qu'on le fait pour les autres métiers qui sont au-delà du e-commerce, le magasin, la marchandise, la supply chain, etc.
Et donc, c'est à ce moment-là qu'est arrivé Julien, finalement, où finalement, on était dans cette période où il fallait accélérer. Et moi, j'étais exclusivement sur les commerces. Et donc, Julien n'a pas remplacé mon manager. Finalement, il est venu en rattachement de la manager entre les deux, finalement, pour Ok. pouvoir justement prendre cette dimension, finalement, à l'échelle, Ouais. aussi bien sur la partie France que la partie groupe. Enfin, je pense que Julien le dira aussi beaucoup mieux que moi sur sa perception, comment il est arrivé. Et donc, finalement, c'était une période où justement, c'était d'accueillir un head of design qui était vraiment head of design et qui n'était pas avec plusieurs casquettes sur le produit, avec tout le périmètre qu'il fallait, et qui avait vraiment cette historique et cette casquette de purement design, et qui allait vraiment chapeauter toute la partie design. Et j'allais dire, toi, dans ton rôle, et peut-être avec l'équipe, comment vous avez réussi à... Parce que je sais que quand on a quelqu'un de nouveau qui arrive, qu'on ne connaît pas, comment vous avez réussi à gérer ce truc de bah, on va accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas, à quelle sauce, la fameuse phrase à quelle sauce on va être mangé. Tu vois, comment toi, tu arrives un peu à gérer ça et peut-être à garder aussi la motivation des équipes et même peut-être ta motivation à toi. Ouais. Ça m'intéresse pour pouvoir partager ça avec Oui, les auditeurs et auditrices. tout à fait. Alors, c'est vrai que déjà, on était dans une période où on était sur une très bonne dynamique. Je pense, on avait vraiment. C'est vrai que ça joue. Ouais, ça on aussi, était quand- sur une période dynamique. quand le business c'est là, On avait beaucoup. ouais. Enfin, moi, je sais que je travaillais beaucoup à l'époque. Enfin, mon focus c'était vraiment le challenge de l'équipe. Comment est-ce qu'on scale, comment est-ce qu'on se repositionne en termes de rôle. Il y avait beaucoup de questions. Et on y reviendra sur c'est quoi le rôle d'un designer, c'est dans cet écosystème. Comment est-ce qu'on fait évoluer nos méthodologies. On parlait beaucoup de discovery à l'époque. Voilà, il y a les OKR sont arrivés. Enfin bref, on a pris aussi un pic de maturité d'un seul coup. Et je pense qu'on avait faim en fait. Je pense qu'on avait faim à l'époque. Moi j'avais faim, l'équipe avait faim. On voulait progresser, on voulait prendre voilà notre place. C'est vrai qu'on avait beaucoup de frustration à l'époque parce qu'on avait du mal à installer notre rôle dans le modèle historique. Et donc c'est vrai on était vraiment dans cette optique de progresser et cette optique vraiment d'aller se positionner. Et donc effectivement quand Julien est arrivé, il y a eu cette question, et même moi le premier, je pense, c'était effectivement quel rôle il va avoir dans cet écosystème-là. Je sais qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient en parallèle. Il y avait aussi une casquette groupe aussi que Julien avait aussi au départ sur la mission. Et donc la question c'était quel va être son rôle, quelle va être sa philosophie, est-ce que il a d'autres plans, etc. Et je pense qu'on a eu, enfin moi en tout cas, je pense qu'il y a eu ça s'est très vite très bien passé. Je pense que c'est peut-être une chance aussi parce que avec Julien on s'est très vite, je pense, accordé sur la philosophie déjà de fond de l'équipe, sur la démarche, sur comment est-ce qu'on voyait le design, quelles sont les étapes qui avaient déjà été réalisées et est-ce que ça allait dans une direction sur laquelle on pouvait se rencontrer. Et donc, je pense que ça a très vite accroché sur le fait qu'on était sur des tracks qui allaient dans le même sens. Et donc, je pense que le vrai travail qu'on a eu, et qui était le plus gros challenge à l'époque, c'était comment est-ce qu'on repositionne nos rôles entre moi qui avais une équipe historique, qui avait ce rôle de manager, mais bon, j'étais pas à cette échelle-là aussi bien sur au niveau du top management qu'au niveau de cette transversalité au niveau de la France et du groupe. Comment est-ce qu'on se repositionne, sachant que j'étais déjà dans cette direction-là, avec Julien qui arrivait avec effectivement sa position, son historique, son expérience, et ça a vraiment plutôt tourné autour de ça, de comment est-ce que moi je peux garder mon rôle et je peux continuer aussi à entretenir cette dynamique et aller chercher cette cible qui était déjà un petit peu posée, et comment Julien lui peut au contraire définir son rôle et venir justement accélérer tout ça et qu'on puisse se rencontrer avec notre bon niveau de responsabilité et pas justement se marcher sur les pieds ou avoir des messages qui pouvaient être contradictoires pour l'équipe à un moment où justement il fallait être très clair et avoir une vision pour embarquer tout le monde. Ouais, j'allais dire, Julien, en même temps, quand on entend Kevin dire qu'il a une équipe qui a faim, qui a envie d'envoyer fort, qui a une vision comme ça aussi une certaine maturité design, c'est vrai qu'on se dit, bah, on est peut-être arrivé au bon endroit et on a déjà des gens qui sont sur place et c'est super et let's go, quoi. Ça doit être bien. Exactement, c'est exactement ça. En fait, je suis arrivé. Je suis arrivé, effectivement, on m'avait fait une description de l'équipe et j'ai vraiment trouvé la description dont on m'avait parlé, quoi. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de loup, il n'y Il y avait avait pas de franchement, cadavres dans les c'est tiroirs, c'est ça, dans les placards, on dit, ouais. Non, du tout, du tout. Je suis arrivé, j'avais effectivement, comme l'a dit Kevin, j'avais une équipe
euh, qui avait envie de démontrer et de découdre avec le fait que le design apportait de la valeur. Donc c'était complètement aligné avec mes convictions. Et en fait, il n'y avait plus qu'à finalement à trouver comment mettre et m'insérer moi aussi dans cette équipe pour pouvoir continuer à les pousser. Et c'était vraiment ça. Et donc c'est ce que j'ai mis en place en fait les premiers mois. En fait, je suis arrivé et donc ça c'est j'ai analysé, j'ai fait ni plus ni moins notre travail de ce qu'on fait au quotidien. Hein. J'applique même dans mon quotidien en fait et dans mon management plus ou moins les techniques de design. En fait, je suis arrivé, j'ai analysé, j'ai fait des entretiens one-one, je crois, avec toute l'équipe pour noter, comprendre qui était qui, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils aimaient pas, etc. Voilà, ça m'a permis de voir des choses derrière. Et ensuite, c'est tout ce que j'avais trouvé en termes de pain point. Finalement, j'avais discuté avec Kevin. Il y avait des points, typiquement sur l'organisation, qui n'étaient pas totalement clairs pour moi. Donc, je me suis dit, si moi j'ai du mal à comprendre, bah, en fait, on va mettre un petit coup de simplicité là-dedans. Alors, et au contraire, c'est là où, en discutant avec Kevin, on s'est rendu compte que, ah oui, effectivement, pour moi aussi, c'est pas clair. Ah, donc, on est bien d'accord. Donc, on s'est mis d'accord justement avec Kevin sur comment simplifier les choses pour que chacun puisse reprendre son rôle. On s'est mis d'accord aussi sur mes rôles et responsabilités. Je lui ai dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'anime? Et puis, comme ça, en fait, moi, je vais prendre telle partie et puis toi, tu vas garder ce que tu veux. Et puis, on va se donner un cap tous les deux sur comment on fonctionne et où est-ce que tu veux arriver, toi aussi, sur ton périmètre à dans un an ou à dans 2 ans, etc. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. C'est comme ça ce qu'on a mis en place. Et puis aussi, bah, très vite, je suis arrivé sur un sujet stratégique qui était la refonte de la homepage de l'app Carrefour. Je crois que j'ai pris ce sujet-là quasiment dans le mois où je suis arrivé, en fait. Ouais. Et pour moi, en fait, c'est gros test, hein. Gros test. Hein. On va voir ce que tu as un peu dans le ventre, Julien. C'est le gros test. Ouais. Mais c'est exactement, je pense que Non, mais c'est OK hein, pour des entreprises comme Carrefour. Faut être solide. Hein, c'est vrai. Exactement. Bah, c'était exactement ça. Je pense que c'était le test pour voir ce que j'allais pouvoir apporter. Et homepage pour un retailer, un e-commerçant, c'est extrêmement enrichissant en fait. C'est la pierre angulaire de ce qu'on va mettre en place. Donc à la fois le sujet, je le connaissais pour l'avoir déjà fait de ce type de refonte en fait chez Vente Privée, qui a été un de mes sujets stratégiques où j'ai découvert le design aussi, la manière de. Quand je dis découvert le design, c'est plutôt la manière où la stratégie de design peut avoir une influence sur la valeur de l'entreprise et sur la value finalement du produit. Chose aussi que j'ai mis en place et travaillé aussi chez Mano Mano. Et là, bah, en fait, rebelote, j'arrive, on me dit tiens, il faut refondre la homepage, on veut que tu sois sur le sujet. Et quand on arrive, c'est hyper intéressant. À la fois, ça permet concrètement en fait d'atterrir et d'aller dans le vif du sujet, de comprendre c'est quoi la value proposition. Pour moi, la homepage, c'est la welcome pass en quelque sorte de quand on arrive sur une application. Et donc, bah, il a fallu qu'on arrive à traduire ça en design pour que nos clients en fait comprennent quelle était la nouvelle value proposition qu'on proposait en tant que produit chez Carrefour. Et donc ça a été ultra enrichissant en arrivant en fait d'être sur ce projet parce que ça m'a permis de comprendre Carrefour parce que c'est vrai que toutes les expériences que j'avais étaient des expériences de e-commerçant. Les e-commerce chez Carrefour, c'est quelque chose qui est encore plus complexe parce qu'on doit gérer l'omnicanalité à l'intérieur aussi. On doit aussi gérer différents modes de livraison et donc ce qui complexifie encore plus la compréhension pour les utilisateurs. Et donc, bah, ça m'a permis finalement d'avoir un super onboarding sur la compréhension du business model de Carrefour. Et si en plus, tu n'as pas à te gérer des problèmes d'ego, des problèmes d'équipe, etc., et des gens qui vont pas dans le bon sens au sein de l'équipe, ouais, c'est encore mieux. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Parce que moi, c'est un peu ce que je ressens souvent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop d'ego entre vous et dans l'équipe pour vous organiser et vous mettre en place. Et moi, je trouve que l'ego, parfois, c'est important. Mais parfois, il ne faut pas l'avoir, faut pas qu'il soit mal placé. Et
Et à ce moment-là, je pense que c'était un moment important pour vous deux et toute l'équipe. Et vous avez su gérer ça. C'est bien. Bah, ça, effectivement, je pense que dans nos personnalités avec Kevin, on a aussi des personnalités qui se complètent sur beaucoup de points. Puis on a aussi une partie de notre personnalité qui est aussi, on va dire, similaire. Donc, et tous les deux, je pense qu'on a une grosse dose d'empathie. Donc, ce qui fait qu'on arrive à se comprendre. Et, et dernier point, c'est que voilà, avec mon expérience aussi, je me suis dit, de ce que j'ai appris de mes années aussi, où je suis passé à reprendre des équipes, parce que j'en ai repris aussi chez Vente Privée. Je suis arrivé aussi dans un contexte mano mano où j'ai repris une équipe qui était déjà en place. Je me suis dit, mieux valait finalement arriver et être, on va dire, transparent, discuter avec Kevin pour justement gommer toutes ces histoires d'ego. Et donc aussi Kevin, à l'époque, Valérie qui était la manageuse, avait aussi travaillé, je pense, en amont avec Kevin pour bien lui expliquer quel allait être mon rôle. Et aussi, j'ai pu rencontrer des gens un peu de Carrefour. Et pour moi, c'était extrêmement important de rencontrer les gens de Carrefour aussi pour comprendre quel était le mindset de l'équipe, quel était le mindset au global en fait de Carrefour, pour pouvoir justement m'intégrer avec la meilleure justesse dans l'écosystème. Trop bien. Kevin, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce qu'effectivement, pour compléter, je dirais, et je pense que quand on disait aussi de clés de réussite, je pense que je suis totalement aligné avec ce que disait Julien. Je pense que les éléments qui ont aussi bien aidé à gérer cette période, c'est effectivement ce côté ne pas avoir l'ego, en tout cas, et être plutôt dans une démarche de co-construction et d'accueillir le feedback. Je pense qu'on était dans une démarche où on savait qu'on avait un objectif. Moi, j'en avais aussi. On voulait aller dans une direction et on a vraiment été, je pense, Julien et moi, dans cette posture, comme disait, très empathique, à vouloir déjà comprendre l'autre, à vouloir comprendre vers où on veut aller et à accueillir les feedbacks sur ce qui marche et ce qui marche pas, et être vraiment dans un ping-pong. Je pense que c'est une période où on a beaucoup discuté. C'était vraiment, il n'y a pas eu ce côté un peu, je pense que c'était très appréciable, en tout cas moi quand Julien est arrivé. Il n'y a pas eu ce côté un peu tour d'ivoire, je fais mes 90 jours d'évaluation et je reviens avec un rapport. Bien sûr, forcément, Julien a fait cet état des lieux et a fait cette analyse, mais c'était vraiment dans un esprit de feedback constant sur des choses, des signaux faibles ou des éléments qu'il fallait discuter. Et il y avait vraiment ce côté où c'était très transparent, beaucoup de ping-pong, et je pense aussi du côté, pour ma part et du côté de l'équipe, vraiment ce côté, une fois que vraiment ce côté arrivé, Julien est arrivé, qu'est-ce que on va être mangé, c'est plutôt très vite transformé en ok, qu'est-ce que Julien va nous apporter, on est à l'écoute, on veut progresser, on veut du feedback, et donc pour reprendre le parallèle qu'on disait tout à l'heure, c'est pas arrivé avec un mindset de refonte finalement de l'équipe, c'est plutôt arriver dans un mindset produit où je vais d'abord regarder ce qui marche pas, et on va plutôt essayer de voir comment on va accrémenter, comment on va rediriger certaines choses, et comment on va construire ensemble sur ce qui existe déjà, qui a une bonne valeur, et essayer d'aller plus loin. Et je pense que ça, c'est vraiment très important d'avoir ce mindset-là des deux côtés, du côté du directeur qui arrive finalement et qui a tout son bagage et peut-être aussi, je pense, ses preuves à faire en arrivant, et effectivement l'équipe qui est déjà là, qui a déjà son bagage, qui a déjà initié des choses, mais qu'il faut aussi savoir challenger, quoi. Ouais, non, mais c'est super intéressant. En tout cas, merci de ce retour. Moi, je voulais maintenant savoir, par rapport à l'équipe aujourd'hui, quelle est l'organisation d'une entreprise aussi gigantesque que Carrefour. J'imagine que donc il y a la France, il y a le monde, il y a peut-être l'Europe entre les deux. Mais peut-être on va faire le focus sur la France. Quelle est l'organisation de l'équipe? Quel type de profil vous avez? Moi, c'est ça que j'aime bien aussi savoir quel type de profil, quel type d'organisation. J'aime bien savoir si vous avez des expertises bien précises ou est-ce que vous avez plutôt des profils assez généralistes surtout. Voilà, quel type de choix vous avez pris dans vos équipes? Alors, je vais laisser peut-être Kevin qui a on va dire le management en direct du pôle le plus grand du département. Trop bien. Et puis parler un peu de l'historique qui s'est passé sur ces derniers mois, on va dire. Ça marche. Puis après, je te laisserai si tu veux dézoomer un petit peu. Donc, pour commencer, effectivement, sur en tout cas mon périmètre, donc moi, j'ai la partie Product Design France aujourd'hui.
Donc, c'est un périmètre qui regroupe toutes nos digital factories sur la partie France, je le citais tout à l'heure. Donc, on a voilà le e-commerce, le magasin, supply chain, marchandises, finance, RH et d'autres digital factories à côté, comme les services marchands, tout ce qui va être voyage, etc. Et toute la partie plutôt financière, banque, par exemple. Donc, voilà, on a tout ce périmètre avec vraiment une concentration historique qui était plutôt sur l'e-commerce, moi, quand je suis arrivé. Et donc, maintenant, aujourd'hui, on a tout ce périmètre-là. Donc, moi, effectivement, dans mes équipes, tu vas retrouver environ une trentaine de personnes aujourd'hui, exclusivement à 99% des profils product designer, en réalité. Ok, Ouais, d'accord. et Plutôt généraliste. plutôt généraliste. Alors, justement, je pense que c'est un point intéressant sur lequel s'arrêter parce que c'était pas du tout notre parti pris juste avant la transformation et pas très loin avant que Julien arrive. On a historiquement, sur mes 4-5 premières années chez Carrefour, on était plutôt sur le mindset binôme UX/UI. C'était vraiment la dominante qu'il y avait. Tu avais une partie de l'équipe qui était plutôt profil amont, UX, recherche, un peu parcours, et tu avais une partie qui était très prod, UI. Et donc, c'était vraiment la construction de l'équipe historique. Et de fil en aiguille, quand on a justement, moi quand j'ai reconstruit l'équipe à l'époque et que justement on avait toutes ces questions de transfo, ce que je disais tout à l'heure, comment se mettre dans un modèle Digital Factory à l'échelle, comment est-ce qu'on instaure un mode produit, c'est une question qui est vraiment arrivée à ce moment-là et Julien, au moment où il est arrivé justement à apporter justement sa vision aussi dessus, où on s'est dit, est-ce que demain ce sont des UX et UI, est-ce que ce sont des UX UI, est-ce que ce sont des product designers et des etc. Ouais. Et finalement, nous, notre parti pris historique et là où on a un peu pivoté, c'est que on a mis vraiment l'accent sur non, nous, ce qu'on veut, ce sont des product designers. Ce sont des profils qui sont des experts, qui sont complets, qui sont capables d'avoir une casquette à la fois sur la partie amont, en travaillant la partie strat, en travaillant aussi la vision produit avec les lead PM, avec les PM, se poser la question de comment est-ce qu'on va dérouler cette vision dans l'année, aller prendre en charge de la discovery sur de la partie recherche, cadrage, animer aussi tout ce qui se passe avec nos stakeholders, notamment les métiers. Et on veut aussi quelqu'un qui soit capable de descendre ensuite avec les équipes produits, avec les tech leads, avec les devs, avec les archis, avec les PM, de descendre jusqu'au delivery et puis finalement d'accompagner une vision jusqu'à le décrochage des initiatives et leur mise en place sous forme de solutions sur les produits. Et donc finalement, on a plutôt essayé de se concentrer en se disant, OK, nous, notre rôle principal, ça va être des product designers. Alors bien entendu, on a des rôles qui restent quand même à seniorité variable, avec des seniors et des middle. On a des profils qui sont historiquement plus appétents sur de l'UI ou plus appétents sur de la recherche, par exemple. Mais globalement, nous, le rôle qu'on a décidé de solidifier, c'est product design, avec aussi cette logique de se dire qu'on veut des profils qui ont une très forte culture produit. Et donc, du coup, nous, on ne veut pas être sur cette image. Et je pense que dans une entreprise comme Carrefour aussi, c'est important les mots qu'on utilise pour définir les termes. On ne veut pas être dans cette image de UX, UI designer au sens maquette du terme. Et ça, c'est un très gros enjeu pour nous de faire changer cette mentalité et de cette perception. On en parlait ensemble tout à l'heure. Et donc ça aussi c'est un cheval de bataille sur lequel on s'est dit non, nous on est designer de produits et on conçoit le produit dans sa globalité et dans la globalité de l'expérience. Donc aujourd'hui, pour revenir, donc finalement 99% de l'équipe sont des profils product designers qui vont du coup se positionner sur les différentes digital factories. Donc on a des tailles aussi variables puisqu'on est encore en pleine expansion, je dirais, en pleine structuration. On a des équipes sur le e-commerce par exemple, tu vas trouver des équipes plutôt à 8 designers, alors là où tu vas avoir des équipes qui peuvent être à 1-2 designers sur certains périmètres. Et le but, c'est qu'ils prennent en charge en binôme avec l'ensemble de la verticale produit, donc avec ce qu'on appelle chez nous le North Star, donc avec les lead PM et avec les PM, qui prennent en charge ce périmètre produit. Je te donne un exemple. Sur le e-commerce, il y a un produit qui va s'appeler Best Deal et qui va s'occuper exclusivement de tout ce qui est l'ordre de la promotion, quelle que soit, promotion, remise immédiate, etc. Et donc, du coup, l'objectif, c'est que le designer puisse travailler à la fois sur cette vision de ce qu'est la promotion et de comment on va le dérouler ensuite sous forme d'initiative. Et donc, on a ça. Cependant, on a aussi à côté, et c'est là où est notre modèle,
On a aussi d'à côté quand même des experts qui vont venir du coup pousser certaines expertises et accompagner les équipes. On a notamment un profil plutôt lead UI qui va vraiment pousser les curseurs et l'expertise sur toute la partie vraiment expression de la brand dans nos maquettes. Vraiment ce curseur aussi d'excellence UI qui va apporter sur nos différents supports. D'abord, important, ouais. très important effectivement, et là où ça peut être voilà ce last mile entre guillemets de aussi du UI. D'abord effectivement sur l'e-commerce, mais très important aussi, ce qu'on essaie de développer pour tous nos périmètres qui sont plutôt orientés back-office, et ça c'est très important, puisque c'est effectivement ce qui est souvent le parent pauvre aussi, le côté un peu UI sur les applis expertes. Et on a aussi par exemple un profil X-Writer qui va venir aussi pousser cette expertise de quel est le tone of voice, quelle est la personnalité, comment est-ce qu'on va s'adresser aux clients, comment on s'adresse aux utilisateurs, comment est-ce qu'on clarifie les messages. Et voilà, donc on va plutôt être du coup finalement sur cette équipe de 30 personnes, tu vas plutôt être quasiment que sur des profils product designer sur des périmètres et avec des experts qui vont venir mettre ce coup d'expertise supplémentaire pour pousser vraiment l'excellence. Ok, super, super intéressant. Et je m'attendais peut-être à avoir plus d'experts. Est-ce que c'est un choix? Tu vois, je pense par exemple à des profils peut-être du X-Researcher, peut-être parfois ce qu'on appelle aussi Design Ops. Euh, est-ce qu'il y a des réflexions autour de ça? Parce que, je sais pas, moi je me serais dit peut-être que à partir voilà, 30, ça fait peut-être. Enfin, je pense qu'il j'aurais peut-être vu plus de leaders sur chaque expertise. C'est une Comme excellente je question, disais, et je pense que sur la partie research, je vais passer à Julien, je pense. ce que je disais un peu, effectivement, alors on est une grosse équipe qui est managée par Kevin et il a très bien expliqué ce que faisait l'équipe. Donc c'est l'essentiel de l'équipe aujourd'hui en product design. Et ensuite, après, on a deux pôles d'expertise. Et un troisième, même, enfin, pôle qu'on va faire, qu'on est en train de monter en quelque sorte. Et les deux premiers qui sont déjà présents, c'est le pôle design system, qui s'occupe de tout le design system de Carrefour, qui est né il y a 3 ans, donc un peu avant mon arrivée. On l'appelle le petit Marcel, qui est le nom de notre design system, en référence à un des fondateurs en fait de Carrefour, Marcel Fournier. Et comme ça, je le dis que c'est un petit peu le claim qu'on se dit en interne, mais comme ça, Marcel veille sur les fondations. Marcel est là. Voilà, Marcel veille sur les fondations grâce au design system. Donc la première équipe, donc le premier pôle d'experts design system. Le deuxième pôle d'experts, c'est toute la partie CX. Donc on a une équipe CX France. À l'intérieur de l'équipe CX, on va avoir justement toute la partie user research et analyse du voice of customer, et une équipe dédiée au CRO, donc l'A/B test. Donc l'équipe aujourd'hui, elle est à 90% dédiée au e-commerce, surtout sur l'e-commerce. Mais justement, notre souhait depuis l'année dernière, c'est de la scaler sur l'ensemble du Digital Factory, pour qu'elle soit alors je vais pas dire en soutien, parce que c'est un mauvais terme, mais elle s'occupe finalement de mettre en place toute la partie CX stratégique, justement sur les Digital Factory, pour justement apporter cette évangélisation sur la discovery, le fait qu'on a besoin des insights utilisateurs, et va vraiment permettre ensuite aux product designers de pouvoir aller plus loin. Donc eux s'occupent vraiment de tous les sujets qui sont des sujets stratégiques de recherche utilisateur, pour que le product designer, lui, puisse ensuite bien travailler sur sa phase de discovery et ensuite mettre en place sa stratégie de product design. Ouais, super intéressant. Donc en fait, l'équipe CX, ça c'est intéressant. Je trouve que le CX, c'est un sujet moi, qui me passionne. C'est un peu too much, mais en tout cas, qui m'intéresse pas mal. Et je me dis, c'est des personnes qui arrivent justement à faire qu'il y ait le moins de couture possible entre plein de services différents dans une expérience à la fois physique et digitale. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est ça la CX chez vous. C'est ce qu'on tend, c'est vers quoi on tend en fait. En tout Ce cas, qu'on aimerait. Ouais. Exactement, parce qu'aujourd'hui, comme je disais, essentiellement e-commerce. Donc effectivement, on récupère beaucoup d'insights sur le e-commerce et sur l'expérience. Alors pour le coup, c'est l'expérience de bout en bout e-commerce, hein, c'est-à-dire on va récupérer des insights sur par exemple sur le fait que les produits sont manquants, le fait que finalement l'utilisateur s'attendait à retrouver certains produits qu'il avait l'habitude d'acheter en stock, et là il les retrouve pas sur le site. Donc ça touche derrière finalement la marchandise, la supply chain, etc.
et tu récupères tous les insights sur cette partie-là. Mais là, ce qu'on essaye vraiment de mettre en place, c'est ce que tu indiques, c'est cette fois-ci aller récupérer des insights côté supply pour que ça puisse aussi aider côté e-commerce ou côté magasin sur les attendus des utilisateurs. Pareil, on a beaucoup œuvré et le fait d'avoir aussi des produits designers assez seniors qu'on a mis en place sur la partie Digital Factory magasin fait en sorte qu'ils ont aussi beaucoup œuvré pour que l'ACX soit en fait un levier extrêmement fort pour capter finalement des insights utilisateurs. Donc, et ensuite, derrière, ça nourrit notre stratégie d'omnicanalité entre le e-commerce et la partie magasin. Et ça fait partie de notre pilier finalement aussi de notre stratégie chez Carrefour, c'est d'avoir une seule app dans laquelle en fait on va avoir le e-commerce et le magasin. Comme ça, pour un client, il peut switcher entre les deux et avoir une expérience globale. Trop bien. Je vois que le temps avance vite, donc j'avais encore plein de questions à poser, mais j'aimerais bien qu'on aille plutôt aussi sur la partie recrutement. Je trouve que c'est un point qui est important et j'ai l'impression que Kevin, tu y as passé pas mal de temps. Mais j'aimerais bien avoir vos deux visions sur la partie recrutement. Et puis, on sait très bien, le marché du design depuis quelques années, ça fonctionne peut-être un petit peu moins bien, à la fois pour des profils juniors ou des personnes qui n'ont peut-être pas pris le bon train au bon moment. Est-ce que justement vous pouvez me dire un peu la façon dont vous recrutez chez Carrefour? Et peut-être après, de façon un peu plus personnelle, ce que vous regardez sur un CV, un portfolio, lors d'un entretien, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est quelqu'un d'intéressant pour votre environnement? Voilà, je te laisse démarrer, peut-être Kevin. Ok. Alors, comment on recrute déjà chez nous? Effectivement, donc, nous, on a, en fonction des besoins, on adapte forcément, comme on disait tout à l'heure, nos recrutements. Ça peut être du recrutement par l'externe et du recrutement par l'interne. Donc ça dépend vraiment des périodes, des budgets qu'on peut avoir, de la manière dont on veut aussi structurer l'équipe. Donc ça va plutôt se faire, hormis sur les grandes périodes de croissance, mais ça va vraiment être en symbiose aussi avec les roadmaps, avec les objectifs, avec les ambitions, pour pouvoir au mieux s'ajuster avec les besoins des départements, et puis progresser dans ce sens-là aussi pour essayer d'être sûr qu'on puisse couvrir tous les périmètres. Après, comment ça se passe en termes de recrutement et globalement, nous, en termes de process, c'est vrai que nous, on aime bien être assez proche des recrutements, donc on aime bien rencontrer les candidats, et donc nous on sélectionne comme tout le monde sur des CV, mais c'est vrai que ce qui compte beaucoup aussi, c'est de pouvoir rencontrer les candidats en direct, de pouvoir échanger avec eux. En physique? Ouais, quand tu dis ça, c'est en physique, tu veux lors dire? d'entretien en physique ou Meet, mais en tout cas de les rencontrer, en tout cas effectivement, okay. de pouvoir rencontrer les candidats. Alors après, ce qu'on recherche chez les candidats, comme on disait tout à l'heure, effectivement, on est plutôt déjà sur des profils product designer. Donc nous, ce qu'on va essayer d'évaluer, alors sur CV, on va surtout essayer de regarder sur CV si en diagonale, l'expérience, le type d'entreprise, le type de projet, pour voir déjà si sur la photo de l'expérience et du profil, si déjà on voit une traduction possible dans notre besoin, sur le principe. Pareil, on regarde l'expérience, mais vraiment ce qui compte pour nous, c'est vraiment de voir si on arrive à transposer déjà sur le papier le profil sur nos besoins. Et après, finalement, ce qu'on va surtout regarder en entretien, c'est comment le profil, finalement, oui, en termes de compétences, mais aussi surtout en termes de soft skills, comment le profil, on le projette dans l'équipe. Et donc, on va attendre effectivement à ce que ce profil il puisse remplir effectivement les attendus en termes de compétences, bien entendu, que ce soit sur de la recherche, sur de l'UI, sur de l'UI. Et donc ça, on va examiner ça. Mais on attend surtout du profil de voir si c'est un profil qui va être curieux, que c'est un profil qui va pouvoir exprimer ce qu'il fait, qui va pouvoir nous décrire sa manière de fonctionner, comment il intervient sur les sujets. Moi, je sais que je suis très sensible en tout cas au fait que la personne soit assez à l'aise avec ce qu'il raconte, qu'on sente que c'est quelque chose qui intéresse, que ce soit quelque chose, des messages qu'il arrive à nous faire passer avec engouement, et qu'il arrive vraiment à synthétiser au bon niveau la manière dont il travaille, et qu'on sent que il maîtrise en tout cas son sujet. Donc et qu'il arrive finalement à nous embarquer dans son histoire, peu importe le sujet, peu importe son parcours, peu importe si ça correspond plus ou moins bien à notre recherche. Je pense que moi je suis très sensible en tout cas à des profils qui savent se pitcher eux-mêmes, et qui savent pitcher en tout cas ce qu'ils proposent, et que du coup finalement
le portfolio et les compétences deviennent plutôt un support sur lequel on va essayer de bien capter est-ce que le profil, voilà, est-ce que ça match entre les deux. Donc, très, très preneur en tout cas de profils qui savent se synthétiser et qui savent vraiment communiquer ce qu'ils font, et leur manière de travailler. Après, moi, j'aime beaucoup aussi les profils qui posent des questions aussi. Je pense que souvent, je pense que c'est un peu sous-estimé, mais sur l'organisation, sur le produit, sur le produit, l'organisation, sur l'équipe. Ouais. Moi, je sais que les entretiens qui sont très linéaires, où on déroule juste le portfolio et on arrive à la question fatidique, où ouais, est-ce que tu as des questions, etc. Ou non, non, c'est bon, j'ai tout compris. C'est vrai que du coup, je me dis que est-ce que voilà, j'aime bien avoir cet échange en fait de quelqu'un que je sens à qui je sens un intérêt. Et puis voilà, en définitive, si je devais résumer, je pense que on s'attarde surtout aux soft skills, hein. On s'attache surtout à la personne, à la curiosité, à son envie vraiment d'aller de travailler avec nous. Moi, je fais très attention aussi, et j'ai l'impression que ça nous a plutôt réussi. Je fais très attention à sentir qu'il peut y avoir un match avec l'équipe. Et c'est souvent aussi d'ailleurs pour ça qu'on essaie d'introduire au maximum l'équipe dans les process. On essaie de s'assurer qu'il y a un match et que la personne puisse aussi s'inscrire dans une vision, dans une philosophie des choses, quoi. Trop bien. Moi, j'ai adoré ta phrase synthétiser au bon niveau. Et je trouve que c'est intéressant parce que en fonction des gens à qui tu échanges, il faut savoir synthétiser parfois en une phrase ce qu'on fait quand on passe devant le CEO et parfois voilà, expliquer concrètement et dans la et voilà, de façon intéressante à ton manager ou à ton stakeholder pour lui donner envie d'adhérer à ce que tu fais, quoi. Ouais, Julien, vas-y, je te laisse nous dire Non, aussi toi ta vision. non, mais je suis aligné. De toute façon, on a travaillé ensemble Oui, j'ai- toute l'année, enfin, pendant 2 ans avec Kevin sur le recrutement, donc je suis très aligné. Non, je voulais juste rajouter peut-être une chose peut-être, pour l'avenir. Je pense qu'effectivement, nous, on fait le pari de beaucoup miser sur la partie soft skills. Je pense Ouais. qu'avec la montée de l'IA, des process dans lesquels en fait on va avoir beaucoup de plus d'outils qui vont être liés à l'IA, etc. La partie créativité, la curiosité sont des apports en fait qu'on va rechercher de plus en plus chez les gens qui vont faire la différence dans les profils qu'on va chercher parce que finalement les choses vont changer aussi dans les outils. Quelqu'un qui était peut-être on va dire moins bon sur la partie hard skills va pouvoir en fait en tout cas être boosté avec l'IA et en tout cas peut-être ça va changer aussi notre manière de faire. On va tous être peut-être aussi mis à revoir notre niveau en tout cas de hard skills sur cet voie. Et je pense qu'effectivement, la différence va souvent venir finalement dans la manière dont, sur le soft skills aussi, les gens vont pouvoir s'intégrer dans les équipes, vont pouvoir aussi apporter une nouvelle vision. Je reviens là-dessus, une discussion un peu off qu'on a eue tout à l'heure, mais sur la manière dont ils vont pouvoir apporter une vision au produit, la manière dont ils vont pouvoir finalement propulser le produit différemment, prendre peut-être un biais de côté pour apporter une chose différente qu'on n'aurait pas pensé en fait. Parce qu'effectivement, si on se focalise uniquement sur l'hard skills, je pense que les tournants qu'on va avoir vont bousculer un peu tout ça. Et justement sur les soft skills, voilà, on parle de créativité, curiosité, etc. Mais c'est souvent des choses qui sont compliquées à challenger en tant que recruteur. Est-ce que vous avez un petit peu un tips pour challenger ça ouais, en fait, comment vous ressentez que tiens, il y a la curiosité, la personne a la curiosité qu'il faut et la personne a cette créativité qui vous semble intéressante? Alors, comme l'a dit Kevin, il y a déjà sur la partie curiosité, il y a déjà le fait que la personne, est-ce qu'elle est déjà demandeuse d'informations vis-à-vis de Carrefour. Ça donne déjà un premier, ou de l'équipe, hein, ça donne déjà un premier tips sur un premier élément de réponse. Ensuite, derrière, c'est vrai qu'au niveau de quand la personne nous passe son CV, nous présente ses projets, nous, on est beaucoup dans aussi le questionnement. On questionne aux gens. Ah oui, t'as fait ça comment? À quel niveau en fait a été ton intégration en fait sur le projet? Pour essayer de voir déjà quel a été le niveau de lead et de leadership de la personne sur le sujet. Donc ça nous permet aussi d'avoir un peu aussi cette partie-là et voir finalement qu'est-ce qu'ils ont produit de leur côté en termes de créativité et concrètement. Et enfin, le dernier point que je rajoute, alors je sais que ça c'est plus ma partie à moi.
Ma secret sauce, que j'ai repris de certains entretiens que j'ai pu passer, que j'ai fait passer aussi, c'est la question déstabilisante. Pour voir aussi comment la personne en fait rebondit dessus euh, et voir en fait finalement quelle va être la réponse appropriée que finalement la personne va réussir à avoir. Ouais, est-ce qu'elle va rigoler juste et réussir et tomber vraiment dans la dans le côté fun de la question et rebondir dessus. Voilà. Ok, super Très intéressant. puissant. Et toi, Kevin? C'est ça. Alors, pour compléter, c'est très puissant. Ça, Julien me l'a appris, celle-ci. Je la faisais pas avant. La question Ouais, déstabilisante. la question déstabilisante. Et en vrai, alors, ça peut faire flop, mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça permet. Ce sont des questions qui permettent vraiment de cibler la personne, mais surtout de casser peut-être des fois ce stress ou ce formalisme qu'on peut avoir en entretien. Voilà, où la question, c'est une question. C'est quoi ta musique préférée ou pourquoi ci ou ça, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec le design. Je pense que c'est intéressant parce que ça permet un petit peu de casser ce côté très professionnel qu'on essaie de maîtriser en entretien. Et là, on voit tout de suite, si la personne, tout de suite, elle va s'emballer, elle va répondre, elle va rire, elle va être plus proche d'elle-même, en fait, finalement, sur la question et pas être dans le contrôle. Et justement, ça nous permet de sentir un peu plus la personne qui est derrière l'entretien et derrière le pro, j'ai envie de dire, sur cette question. Donc ça, moi, j'aime beaucoup ça, effectivement. Et puis après, effectivement, sur l'intégralité de la personnalité, finalement, je pense que c'est vraiment dans l'échange, au-delà du portfolio, au-delà des soft skills, c'est vraiment dans l'échange qui se crée dans le ou les entretiens qu'on va vraiment réussir à voir. Bon, je parlais de synthétisation, mais même quand on pose des questions, nous, on pose des questions ou que la personne pose une question, la manière dont ça va tout de suite se faire un ping-pong ou pas, ou sinon si ça va être LED, on voit comment la personne elle est capable dans un échange. En tout cas, moi, c'est comme ça que je projette les choses. De créer un échange et on sait que voilà, tout de suite, ça nous permet de dire, voilà, si tu positionnes cette même personne, quand l'échange commence à devenir plus naturel finalement et qu'il sort du cadre de A, B, C, D, etc., quand l'échange commence à devenir naturel ou pas, du coup, que tu projettes la personne dans ce même type d'échange professionnel que tu peux avoir en réunion avec des stakeholders ou etc., ou même dans l'équipe et tu te dis, bah voilà, est-ce que cette personne, elle va réussir finalement à être dans cette, puis dans ce côté donnant-donnant finalement dans l'échange et à venir enrichir la discussion, ou est-ce que ça va être tout de suite très fermé? Et donc du coup, moi je sais que je sais aussi des choses sur lesquelles je suis sensible et qui pèsent beaucoup dans des entretiens finalement. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le feeling ou pas, je sais pas, mais en tout cas ça y contribue beaucoup. Moi, je remarque aussi qu'il y a quand même pas mal de personnes qui recrutent qui font aussi très attention au craft et à la technicité aussi. Et surtout, en plus, avec l'IA, souvent on dit avec l'IA, on peut tout faire, c'est facile, etc. Moi, personnellement, pour avoir ouvert un Lovable, un V0, un cursor, etc. Alors, bon, je suis pas designer, etc. Mais en vrai, il faut deep dive un peu ce sujet pour envoyer des choses. Et puis même, quand on voit tout ce qui est les micro-interactions, tout ce qui est un peu justement l'emotional design, delay design, etc. Il faut quand même techniquement parfois envoyer. Et est-ce que c'est des choses aussi que vous regardez dans les portfolios, cette curiosité aussi un peu technique d'aller checker, là, on parle du vibe coding à tout va. On avait un événement il n'y a pas longtemps dessus là, avec Design Club à ce sujet-là. Voilà. Est-ce que ça aussi, vous regardez parce que ça a de l'intérêt aussi, j'imagine, pour vos interfaces? Complètement. Alors, est-ce qu'on le demande pas forcément, même si je pense que ça va se faire de plus en plus naturellement, la question d'IA, elles vont presque s'intégrer dans les protocoles d'entretien bientôt. Mais effectivement, je pense qu'effectivement, c'est des questions qui arrivent souvent sur la table, que ce soit des questions de comment tu as fait ça, est-ce que tu l'as fait avec l'IA, est-ce que déjà cette explication se fait naturellement par la personne avec ce côté un petit peu, ce côté un peu j'ai envie, j'aime bien, je te montre comment j'ai fait, etc. Ça peut être sur des questions d'IA, ça peut être sur des questions aussi d'organisation ou il y a quelques temps, par exemple, on débattait souvent quand on parlait beaucoup de Discovery, sur Discovery Discipline, etc., quand c'est sorti. On aimait bien cette curiosité, finalement, ce pas de côté que les gens font en entretien pour nous expliquer comment ils ont fait, ou ce qu'ils ont regardé, ou ce sur quoi ils sont en train de réfléchir en ce moment. Et donc, effectivement, la technicité. Et puis les convictions, j'imagine aussi. Des convictions, tout ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Tu parlais de démêler aussi un petit peu la technicité et avec l'arrivée de l'IA, etc. L'un dans l'autre, que ce soit la technicité historique ou avec du Figma ou de plus en plus de l'IA, c'est intéressant de voir justement comment ça va être amené, expliqué, comment ça va être finalement mis en valeur, je dirais, dans la discussion et comment ça a servi le propos, etc. Et même les convictions, quelle a été la conviction derrière et pourquoi
pourquoi la personne a amené telle ou telle technique en fait. Ok. Bon, bah, super. Bah, messieurs, on arrive sur la fin de l'échange. J'aime bien finir le podcast par 3 questions déstabilisantes. Non, je rigole. Allez. Non, mais par 3 questions, dont 2 peut-être un peu déstabilisantes. La première, c'est est-ce que vous avez une source d'information que vous checkez sur Internet, sur LinkedIn, sur que sais-je, pour faire votre veille design, que vous pouvez nous partager? Je sais que tout le monde a un petit peu son site secret où on va checker un peu des choses. Ouais. Alors moi, j'ai pas de sauce. Alors pour le coup, moi, je suis très basique, très très LinkedIn. Hein. Je pense que voilà, Ouais. je pense qu'aujourd'hui, LinkedIn, elle rassemble tellement de gens, elle rassemble tellement de contenu que j'ai envie de dire que même si on trouvait du contenu ailleurs, il se retrouverait sur LinkedIn. Donc LinkedIn est très enrichissant. Après, je sais pas si ça rentre dans cette catégorie-là, mais de plus en plus, au niveau de ma veille, en tout cas de la manière dont je chope de l'information, j'essaie de m'équiper au niveau de l'IA. Je sais que je bricole beaucoup pour aller tirer de l'information sur des nouveautés, mais aussi sur des thématiques. J'ai pas mal d'assistants qui vont me récupérer de l'info pour justement soit quand il y a des nouveautés sur des thématiques que je veux suivre ou qui m'intéressent, ou alors sur des réflexions que j'ai du moment sur un angle très précis des fois. Et du coup, LinkedIn, c'est un peu ça, je dirais, sa limite, c'est que tu consommes ce qu'il y a. Et ce qui passe, que Oui. ça s'intéresse ou pas. Ce qu'on Et te fournit, ouais. c'est ça. Et je sais qu'en ce moment, je complète aussi beaucoup par l'IA et par tout un tas d'outils qui me permettent justement d'aller trouver des angles morts sur, voilà, je suis en train de chercher, j'essaie de faire de la veille sur comment est-ce qu'on pilote une équipe design dans un petit état avec tel angle. Et je sais que ça m'amène un complément de réflexion, soit un complément de contenu, soit un complément de réflexion qui me permet de trouver des choses vieilles ou récentes qui marchent bien, quoi. Donc je sais que c'est assez complémentaire. Trop bien. Julien, toi, tu as une source d'information un peu secret à partager? Alors, j'en ai une. Je parle avec beaucoup de head of design, ce qui me permet notamment de savoir un peu ce qui est fait dans d'autres sociétés en termes d'organisation. Puis en fait, on se rend compte aussi, c'est à ce moment-là où on se rend compte que finalement, on n'est pas seul à réfléchir à certains sujets d'organisation, ou de process ou d'outils. Donc ça aide beaucoup. Et sinon, après, effectivement, comme Kevin, beaucoup de LinkedIn, même si je fais beaucoup attention à LinkedIn, dire que sur les news, etc., oui, surtout je suis aussi, j'étais aussi dégoûté de LinkedIn, dans le sens où, effectivement, quand on peut très vite tomber dans le truc de ah, mais les autres, ils ont l'air de faire ça hyper facilement, mais pourquoi, etc. Bon, ils oublient de dire en fait tous les échecs qu'ils ont subis avant pour mettre en place un outil, etc. Donc voilà, c'est là où ça renforce quand on parle directement avec d'autres pairs, finalement, la complexité parfois de mettre les choses en place. Et sinon, après, non, dans les livres, etc., moi, je me suis noté, j'ai un livre que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Value Proposition Design. Et en fait, c'est un livre qui explique vraiment l'intégration en fait du design pour la mise en place justement des business plans. Donc c'est vraiment le design en fait pour faire émerger le business et qui est très bien expliqué avec des illustrations, etc. Et je pense que effectivement ça promeut vraiment en fait ce que c'est que le design, c'est-à-dire concevoir pour des utilisateurs dans le cadre d'un business pour faire justement apporter une vraie valeur finalement à son business. Et niveau management, le livre de Julie Zhao, de chez la VP Design de chez Facebook. On n'est pas initié finalement à devenir manager, et puis ça nous arrive un jour comme ça, et ça explique aussi tous les fails qu'on a et tout ce qu'on doit apprendre pour devenir manager design. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, je tenais aussi à rajouter, on n'en a pas parlé, mais j'avais vraiment apprécié, j'avais découvert ça sur LinkedIn, que vous faisiez une Design Week ou une Design Journée, ou une journée du design, ou je sais plus, Design Week. Tout à fait, ouais, c'est ça. Design Week, je trouvais ça magnifique. Franchement, il y a très peu d'entreprises qui le font, et je trouvais ça super, en tout cas pour vos équipes design et tout. En tout cas, moi, j'avais vu ça de loin, et je m'étais dit que ça devait être super intéressant, en tout cas, d'être un designer dans vos équipes. Donc voilà, c'était juste pour vous envoyer quelques fleurs sur ce sujet. 3e édition novembre prochain. Ah, trop bien. Voilà, 3e édition. Super. Et enfin, les 2 dernières questions les plus complexes de ce podcast. Est-ce que vous avez un film et un album de musique à nous recommander?
Alors moi sur le côté Déstabilisant. ouais, Là. déstabilisant. Alors film, moi filme pas forcément. Moi j'avoue je suis hyper bon client donc je regarde tout et j'aime tout et c'est vrai que du coup forcément un peu dur d'en mettre un par-dessus les autres. Et en termes, bon, je vais pas avoir de proposition pour le film. En termes d'album, je vais faire un peu mon fan, mais forcément Linkin Park. Linkin Park, voilà, l'année dernière, formation et nouvel album. Enfin, je fais un peu partie de la génération voilà, je suis un peu partie de cette génération Linkin Park, voilà, quand j'étais ado. Et donc ouais, c'est un peu mon coup de cœur en tout cas perso de dernièrement. Quoi. Trop bien. Et toi, Julien? Écoute, film, j'en ai pas mal, mais c'est vrai qu'en ce moment, je vois pas mal de séries. Ça marche aussi. Séries, j'en ai plein qui m'ont plu actuellement, mais je pense que je vais en citer une que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Sévérance. Et vraiment, j'ai apprécié pour le côté un peu fuck mind qu'on peut avoir sur la vie en entreprise. Et album, je dirais, pareil, je regarde, j'écoute pas mal de choses assez éclectiques. Comme ça, quelque chose qui me prend à chaque fois pour avoir de la dopamine. Californication des Red Hot Chili Peppers. Voilà. Trop bien. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Merci pour ce temps. C'était un vrai plaisir de découvrir l'organisation Carrefour, vos parcours, vos convictions de designers, ce que vous avez mis en place. Et puis, félicitations pour tout ça. Et puis, pour la Design Week en novembre. Bref, plein de belles choses vous attendent. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour tout ça. Merci beaucoup. Et puis merci pour l'invitation aux deux. C'était vraiment cool et je pense que c'était mieux qu'on le fasse avec Kevin parce que c'est vraiment un travail en duo, en binôme sur tout ça. Trop bien. Eh ben, merci à vous. À bientôt. Merci. Bye. Au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.